Notre planète est recouverte aux 3/4 par des océans. Le quart restant est occupé à 80% par des glaces aux pôles, des déserts, des chaînes de montagnes et des forêts équatoriales. Et sur les 20% restants, c'est-à-dire seulement 5% de la surface de la planète, là où la plupart d'entre nous vivons, dans les zones tempérées, s'étendent les forêts, les pâturages et les cultures. Les cultures forment de gigantesques mosaïques de vergers, de champs et de jardins potagers dans lesquels les hommes font pousser leur nourriture quotidienne au gré des saisons et de la fertilité des sols. Et leur préoccupation principale, c'est l'eau. Une eau douce qui permet l'arrosage des cultures et l'abreuvage du bétail. C'est pourquoi les pluies qui alimentent les nappes par infiltration des sous-sols et les rivières par ruissellement jouent un rôle capital. Les rivières s'écoulent pour former des affluents de fleuves qui se déverseront dans la mer. Si les fleuves permettent l'alimentation en eau, ils sont aussi indispensables pour la fertilité des sols. En amont, dans les torrents et les rivières, le courant très puissant va désagréger les roches en fines particules, qui, pour finir, se déverseront dans les fleuves. Lorsque le courant ne sera pas assez rapide pour les transporter, ces riches sédiments se déposeront pour former au cours du temps un étagement de terrasses alluviales propice aux cultures. Les îles volcaniques, comme dans l'océan Indien, possèdent des versants fertiles ensoleillés bien arrosés par les cyclones tropicaux, où poussent la canne à sucre, le thé, les fruits exotiques et une grande variété de légumes. Les côtes qui bordent les océans offrent souvent de riches plateaux continentaux peu profonds, propices aux pêcheurs de tous bords. Qu'ils soient maraîchers, pêcheurs ou éleveurs, tous ces petits producteurs, tels des fourmis, vendent leurs produits sur les marchés locaux. Parfois juste quelques tomates à même le sol, ou plus souvent sur les étals bondés des marchés couverts. Parfois, ils transforment leur production en confiture, en conserve, en rhum, en plats cuisinés, en gâteaux. Certains vendent leurs fleurs ou des plantes médicinales. D'autres leur bétail ou le produit de leur pêche. Quel que soit le pays, quelles que soient les habitudes et les coutumes, tout ce petit monde se retrouve au marché, lieu de rencontre et d'échange. Et pour la plupart, vendre et papoter, faire de nouvelles connaissances, n'est-ce pas là un vrai moment de plaisir? Première destination, le Laos. Comme son voisin vietnamien, il est traversé par le puissant fleuve Mékong. Le Laos, pays par excellence des temples et des éléphants. Comme l'ancien drapeau du pays à l'époque monarchique les avait d'ailleurs mis à l'honneur. Luang Prabang, cité laotienne récemment classée au patrimoine mondial de l'humanité pour ses multiples temples bouddhistes, est passé d'une petite bourgade paisible à une ville frénétique qui attire des touristes venus du monde entier. C'est l'heure pour les moines du Takbat, la quête de leur nourriture avec leur bol à aumône, comme le veut la tradition du bouddhisme Theravada. Sur 2 rues à angle droit, entre l'ancien palais royal devenu National Museum et le Wat Mei, une pagode au centre de la ville, chaque jour a lieu le marché du matin. Les petits producteurs viennent vendre leurs légumes cueillis la veille. Le marché accueille tous ces petits vendeurs locaux aux étals à même le sol, et à midi, tout aura disparu, laissant place à nouveau au trafic.
Comme de nombreux habitants de Luang Prabang, Madame Pan cultive ses légumes avec ses petits-enfants sur une petite parcelle située sur une terrasse alluviale du Mékong, non loin du marché. À la périphérie de Luang Prabang, le marché Pho-Si avec ses parasols colorés est l'endroit idéal pour trouver tous les ingrédients de la cuisine laotienne. L'entrée principale a donné naissance à un balai incessant de tuk-tuk. Composé de détaillants et de nombreux grossistes, il déborde même sur les trottoirs qui jouxtent l'entrée. Monsieur Upravan vient ici régulièrement faire son marché de produits frais. Fruits et légumes se trouvent dans la partie non couverte, poissons, viande, riz et nouilles dans la partie couverte, sans oublier les condiments, car les plats laotiens sont souvent épicés. C'est des vermicelles à la laotienne. C'est fabriqué avec des farines de riz cuites à la vapeur, typiquement laotienne, avec des desserts, un peu de viande, surtout du porc. C'est comme une soupe à la laotienne. Entre Vientiane, la capitale, et Luang Prabang, la ville de Vang Vieng est bien connue des routards de tous bords. Ces paysages exceptionnels ont attiré surtout des jeunes venus méditer, un peu aidés par des inhalations de fumée pas très licites. Le petit marché de Vang Vieng est réservé aux locaux qui ont vu leurs revenus augmenter grâce à cette migration post-Babacool européenne. Madame Tess travaille dans le tourisme comme bon nombre de gens ici. Elle fait son marché avec son fils, Sipan, passant d'étal en étal protégé des rayons du soleil par des parasols ronds multicolores. Retour prudent direction la maison, sur sa moto, avec ses sacs et son fils comme copilote. Direction le Cambodge. Un pays également traversé par le Mékong et son affluent, le Tonlé Sap, qui se transforme en un immense lac d'eau douce un peu plus au nord-ouest. Le gigantesque complexe palatin d'Angkor, avec son édifice le plus connu, Angkor Wat, qui figure au centre du drapeau cambodgien, attire de nombreux touristes. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, s'est construite sur la rive ouest du Mékong. Elle garde encore de nombreuses traces de la présence française, comme ici le Grand Marché.
Édifié en 1937 dans le pur style art déco par l'architecte français Jean Desbois, le Psar Tmé, littéralement nouveau marché en khmer, présente une structure en béton insolite, vestige d'une présence occidentale qui avait voulu exprimer par ce bâtiment à l'allure majestueuse ses rêves de grandeur coloniale. La partie centrale du bâtiment est désormais réservée au commerce de la bijouterie et de la joaillerie. Chacune des 4 ailes a ses commerces dédiés: vêtements, chaussures, bibelots et électroniques, viande, poissons. À l'extérieur règne le domaine des produits frais, avec un semblant d'organisation par thème, même si fruits et légumes y côtoient également poissons et viande, sans oublier bien sûr le riz, base de l'alimentation khmer. Mais les Khmers apprécient surtout le riz mélangé au poisson, sous forme de pâte, le praok. Les plats typiques les plus courants sont le poisson grillé, cuit au lait de coco ou frit, la soupe de porc, les nouilles de riz, les crevettes aux multiples sortes d'accompagnements. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Lors de sa crue annuelle au printemps, le lac envahit les forêts et les champs avoisinants. L'inondation saisonnière crée un milieu idéal pour la reproduction des quelques 200 espèces de poissons répertoriés. Une véritable providence pour les 3 millions de Cambodgiens vivant dans la région. Ici, contrairement à la plupart des marchés, ce ne sont pas les habitants qui vont au marché, mais le marché qui va aux habitants. La pesée des denrées se fait sur d'antiques balances. Le courant fait tourner les pirogues, obligeant les vendeurs à s'arrimer avec leurs pieds au ponton pendant qu'ils pèsent, emballent ou rendent la monnaie. Le Tonlé Sap est une des zones de pêche en eau douce les plus productives du monde, fournissant plus de 75% du volume annuel de poissons d'eau douce du pays et 60% de l'apport en protéines de la population. Dans ce village flottant, dès le lever du soleil, les écoliers rejoignent l'école en pirogue, pendant que les marchands chargent leurs barques pour une nouvelle tournée de maison en maison. Non loin de là, la ville de Siem Reap doit sa récente prospérité surtout au splendide complexe d'Angkor. Siem Reap a son petit marché couvert, petit en comparaison avec celui de la capitale, Phnom Penh. This is a Saler market, big market in Siem Reap. Only Cambodian people sell the vegetable, sell the fish. Only Cambodian people come by.
De Phnom Penh, la descente du Mékong est un peu monotone pour aller au Vietnam. Il faut attendre l'arrivée dans le delta pour que la vie s'intensifie. Pour voir les enfants se baigner, d'autres laver les éléphants, voir le trafic fluvial s'intensifier. Après la frontière vietnamienne, passez la ville de Chao Doc, plus en aval, celle de Can Tho. Il existe de nombreux petits marchés flottants, mais celui de Cai Rang, à 10 minutes en aval de Can Tho, en barque à moteur, est le plus grand du delta du Mékong. Venus de tout le delta et de ses alentours à travers un dédale de canaux, de nombreux cultivateurs affluent quotidiennement au marché flottant pour vendre leurs récoltes. Essentiel à l'économie de la région, il en est aussi une des principales sources d'animation. Composé d'imposants bateaux de grossistes qui indiquent les produits vendus en les attachant en haut d'une perche, de pirogues de détaillants et de clients particuliers qui gravitent autour, ce balai aquatique de centaines d'embarcations crée une jolie pagaille, où les embarcations s'entrechoquent dans un désordre harmonieux, plus organisé qu'il n'y paraît. Son accès complexe, connu simplement des initiés, a préservé jusqu'à aujourd'hui l'authenticité de ce marché. Pour s'y rendre, il est indispensable de disposer d'un bateau. L'activité bat son plein vers 7 h du matin et se termine vers 10 h. À cette latitude, les intenses rayons du soleil obligent à se protéger. C'est pourquoi la plupart des femmes portent le traditionnel chapeau conique, généralement fait à partir de feuilles de latanier. La route pour se rendre à Saigon depuis Can Tho oblige à prendre plusieurs bacs. Au loin, lors du passage, se dressent des énormes ponts en construction qui annoncent leur disparition progressive. Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, est devenue une mégalopole qui déverse des nuées de vélomoteurs, de vélos et de motos par millions. Spectacle impressionnant lors des sorties de bureaux. Avant que le marché Ben Thanh ne fasse figure d'institution nationale en devenant l'emblème de la capitale du Sud-Vietnam avec son beffroi et son horloge, il fut l'objet de nombreux remaniements. En 1870, l'ancien marché du centre de la ville est fortement endommagé par un incendie. En 1911, la municipalité décide de le détruire entièrement, puis de le reconstruire. Appelé les Halles centrales pendant la période coloniale française, le marché Ben Thanh, dans sa forme actuelle, fut achevé en 1914. Aujourd'hui, à chaque entrée du marché, un tableau noir affiche les cours des matières premières afin d'aider les clients à marchander. Ce tableau rythme l'ensemble des transactions et donne au lieu une atmosphère de bourse locale. Ici, les sens sont constamment sollicités par les odeurs pénétrantes d'épices, de crevettes, comme par les effluves sucrés des pyramides de fruits. Le soir, l'édifice central ferme ses portes et le marché continue sur les rues qui l'entourent jusque tard dans la nuit.
Bien organisé, le marché possède en son centre de nombreux petits restaurants qui permettent aux clients de faire une halte et aux vendeurs des échoppes de se faire livrer par d'habiles serveuses qui se déplacent avec une vélocité exemplaire dans ce dédale de passage très étroit. Sáng nay tôi đã đi chợ để mua thức ăn cho ngày hôm nay của gia đình tôi đã xong rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ về nhà để tôi làm cái bữa cơm trưa để tôi chờ gia đình tôi về ăn cơm. Dạ xin chào. Et demain n'est pas n'importe quel jour, c'est la fête du Tet, fête du premier jour de l'année. Le Tet est généralement fêté le même jour que le Nouvel An chinois, puisque le Vietnam et la Chine possèdent le même calendrier de type luni-solaire. C'est l'occasion pour les Vietnamiens d'aller à la pagode pour prier et dans les temples pour s'attirer les bonnes grâces des ancêtres bienveillants. Et enfin de se réunir en famille pour un déjeuner préparé de longues heures durant. Direction la Thaïlande, un pays majoritairement bouddhiste connu à travers le monde pour sa gastronomie et ses plages de rêve. Ce matin, autour de Bangkok, sur les canaux ici appelés les klong, circulent les barques chargées de petits producteurs venus des environs. Madame Kumakrokai, littéralement très grande bonne mère, se prépare. Et à 80 ans, elle prend son temps. Elle rejoint le marché Taka, organisé selon le calendrier lunaire thaï. Le temps d'une matinée, on y échange, vend, achète les produits frais et cultivés par chacun. Ce sont surtout les femmes qui s'occupent de vendre. Les cultures maraîchères des environs sont aujourd'hui remplacées par la culture de la noix de coco. Celle-ci demande moins de travail au long de l'année et s'accommode mieux des eaux salées des canaux en saison sèche. Avant que tous ne se séparent, la collation du midi est bien sûr de rigueur autour des barques cuisine. Bangkok, capitale de la Thaïlande, est une ville tentaculaire en perpétuelle ébullition. Comme ici, le marché Klong Toi, ouvert 24 heures sur 24. La nuit, il est fréquenté par les professionnels qui viennent se fournir ou simplement livrer leurs marchandises. Ici, tous les portefaix portent un plastron vert avec un numéro. À longueur de journée, ils parcourent les allées au service des clients ou des vendeurs. Tout est organisé par zone thématique. Poissons d'un côté, viande et volaille de l'autre. Au centre, les fruits et légumes et les plus petits étals, bazar divers autour. La base de la cuisine ici est le riz, accommodé de 1000 manières. Poisson, bœuf, porc, crabe, crevettes, mais aussi les nouilles sautées. Tous ces plats sont cuisinés avec des épices comme le curry, la menthe, la citronnelle, le basilic, la coriandre et le piment. Afin de souffler et de discuter un peu entre deux clients, la pause thé permet de tenir le coup par cette chaleur humide. Et bien sûr, dans la bonne humeur. Le légendaire sourire thaï en fait foi.
Non loin de Bangkok, nous sommes ici à Mae Klong, dans un marché typique d'une petite ville de Thaïlande. Beaucoup de monde, couleurs, senteurs, produits frais et épices regorgent à chaque étal. Voici Monsieur Montri Wangwari, toujours en uniforme. Tout le monde le connaît ici, puisqu'il traverse le marché une dizaine de fois par jour. De temps à autre, il s'arrête quelques minutes pour les nouvelles, puis il repart. Il est depuis 12 ans le contrôleur du train qui, à chaque départ, déclenche le même balai. Très organisé et pour cause, le marché s'est construit le long de cette ligne de chemin de fer qui vient de fêter son 118e anniversaire. 5 fois par jour, pour chaque passage, tous laissent la place aux mastodontes d'acier qui déambulent au ras des légumes. Rapidité, efficacité, tout est orchestré. Aucune place ni minute ne doit être perdue. De la Thaïlande, traversons la Malaisie pour rejoindre en Indonésie l'île de Bali avec ses plages immenses et son imposant volcan, le mont Agung, aux éruptions tragiques qui dominent les magnifiques rizières en terrasse. Bali est la seule île hindouiste de l'Indonésie qui est majoritairement musulmane. La religion balinaise est un syncrétisme entre d'anciens rites animistes locaux et les religions hindouistes et bouddhistes. Le soir venu, autour des halles de Badung, à Denpasar, la capitale de la province de Bali, se tient un joli marché traditionnel de produits frais. Une grande partie du marché est consacrée aux fleurs pour les offrandes quotidiennes. Les rites sont très présents dans le quotidien des Balinais. Ils commencent leur journée en déposant des offrandes devant les nombreux hôtels qu'ils ont chez eux. Chaque village abrite généralement 3 temples, ce qui fait plus de 5600 temples pour cette île. Ici, les portefaix sont essentiellement des femmes. Pour l'équivalent de 2 €, elles accompagnent leurs clientes. Et leur journée ne se terminera qu'avec le marché, vers minuit. À une dizaine de kilomètres de Kuta, la baie de Jimbaran possède une longue plage et des eaux calmes. Au sud-ouest de cette baie se trouvent les plages réputées chez les surfeurs pour la puissance de leurs vagues. Le matin, c'est le retour des bateaux de pêche pour alimenter le fameux marché aux poissons en plein air de Kedonganan. Toutes décorées différemment, des dizaines de jukung, bateaux de pêche traditionnels balinais, viennent s'échouer sur la plage pour débarquer les prises du matin.
Des dizaines de porteurs qui déchargent les cargaisons de poissons destinées à la vente en gros se faufilent. Thon, espadons, tous seront amenés à la pesée pour être vendus sur place ou mis en glace pour les grossistes. Les paniers pleins à ras-bord et parfois percés font le bonheur des enfants qui ramassent tout ce qui tombe, tandis que le gros des cargaisons est amené à la pesée. Selon l'arrivage, sardines, maquereaux, sèches, calamars ou thon jaune, la vente directe sur la plage, très animée, est orchestrée par les femmes de pêcheurs sur de petits étals de fortune. Yang mana nak? Ini nak 5.000 nak. 5.000, 5.000. 20. Dah boleh membuat. Ya weh nak. Abu. Oh bagus semua nak. À Empenan, sur l'île de Lombok, une île indonésienne coincée entre Bali et Java, dès 5 h du matin, un incessant balai de carrioles tirés par des petits chevaux, appelés shimodo, dépose personnes et marchandises devant le grand parking du marché de Kebon Roe, envahi par de nombreux vendeurs. Les carrioles vont et viennent, les étals sont en place, les dernières marchandises sont débarquées, tandis que les premières clientes arrivent. Tout ce petit monde n'a que quelques heures pour commercer. Vers 8 h, tout doit rentrer dans l'ordre. Aux sorties, les calèches attendent. Ils sont en concurrence avec les tuk-tuk et les mototaxis. Mustafa, le responsable, assure le bon déroulement. Tapi sekarang ada kurang, banyak pakai taksi, pakai ojek. Akhirnya kita terpinggirkan, walaupun demikian kita masih bisa hidup lah. Direction l'Inde. Bombay est un peu la capitale de l'Inde du Sud. Même si elle s'est considérablement modernisée, la ville a gardé et rénové les vestiges de son passé colonial anglais.
Les contrastes ne manquent pas. Ici, la ville s'est enrichie de gratte-ciel qui bordent les fragiles maisons de pêcheurs. Les prix des appartements ont grimpé en flèche au point de figurer parmi les mètres carrés les plus chers au monde. À quelques kilomètres de Bombay vivent des pêcheurs qui viennent vendre leurs prises au Sassoon Dock ou juste à côté au Bosha Daka, appelé aussi Ferry Wharf. La zone poissonneuse de la côte de Konkan dans la mer Arabique s'étend du nord de Bombay au sud de Mangalore. Après leur sortie en mer, les pêcheurs qui appartiennent essentiellement à la communauté Koli reviennent chargés de poissons et de crustacés, qui seront rapidement conditionnés dans des camions réfrigérants ou vendus sur place pour le marché local. Le marché du Ferry Wharf sur les docks possède une petite halle entourée au dehors par des centaines de petits vendeurs. Tout autour, les bateaux déchargent leurs prises qui seront vendues à des grossistes venus avec leurs camions frigorifiques. Dans toute cette cohue, c'est le moment pour Ananda, un chef cuisinier très connu ici, de marchander des produits de première fraîcheur, tout en papotant dans la bonne humeur. Vivano, raies tachetées, crevettes, maquereaux, thon, la diversité qui s'offre à lui est étonnante. Un des chefs-d'œuvre de ce passé colonial pourrait bien être le Crawford Market. Même si ce marché a été rapiécé, sa façade principale et ses fontaines à l'intérieur témoignent de son importance. Le Crawford Market, construit en 1871 par William Emerson, est le plus célèbre marché de Bombay. Son nom est une référence à Arthur Crawford, le premier maire de la ville. Pur produit de l'ancienne colonisation britannique, il mélange des architectures flamandes et normandes, au style victorien, ce qui lui donne une allure imposante et élégante. Les frises réalistes qui décorent l'entrée, tout comme les fontaines de pierre, sont des créations de Lockwood Kipling, père du romancier Rudyard Kipling. On y trouve principalement des fruits, des légumes et des volailles. Beaucoup d'articles importés comme les épices, les cosmétiques, les produits ménagers et les cadeaux complètent l'offre. Les portefaix offrent un spectacle incessant, transportant sur leur tête de grands paniers lourdement chargés qui nécessitent une personne pour les hisser. Toutefois, le Crawford Market, avec sa structure antique, n'est plus adapté aux évolutions du négoce en gros. Aujourd'hui, la plupart des légumes et des fruits se négocient au marché de gros, au grand marché de New Mumbai, plus moderne. La visite du Crawford vaut pourtant le détour, en particulier pendant la saison des mangues, car dans la chaleur écrasante de Bombay, alors que la circulation des rues est à son comble, se promener dans cette cathédrale maraîchère et goûter une mangue juteuse donne une impression de petit paradis. Nous étions au sud de l'Inde, à Bombay. Nous sommes ici à l'extrême nord, à Srinagar, la capitale du Cachemire. Édifié sur le lac Dal et la rivière Jhelum, Srinagar possède de nombreux houseboats, tous alignés côte à côte. Le Maharaja de Srinagar avait à l'époque interdit aux Anglais de posséder des terres. Pour contourner cette interdiction, ils construisirent des maisons sur des bateaux, en anglais houseboat. Aujourd'hui, les houseboats, pour la plupart, ont été reconvertis en hôtels ou en maisons d'hôtes. Pour y accéder, le taxi local s'appelle une shikara. Comme une gondole vénitienne, c'est une barque à fond plat flanquée d'un baldaquin pour protéger les passagers.
Dès l'aube, les canaux s'animent et bruissent du glissement des barques croulant sous les légumes, les fruits et les fleurs. Les chicaras, ces barques à fond plat, se faufilent avec grâce entre les fleurs de lotus, immobiles sur l'eau, vers le lieu du marché que rien ne permettrait de reconnaître à un non-initié. Il est 5h30 du matin. La brume laisse encore un voile sur les sommets himalayens. Les barques convergent vers le lieu de marchandage. Contrairement au marché flottant d'Asie, celui de Srinagar est tenu principalement par des hommes. Tous vêtus de la tenue cachemiri, ils se retrouvent chaque jour par dizaines entre les peupliers et les saules pleureurs, où ils échangent sans jamais mettre pied à terre tomates, pois cassés, aubergines, bouquets de menthe, radis, oignons et bois de chauffage. Le marché bat son plein jusqu'à 10h, puis petit à petit, les barques se dispersent pour laisser place à un plan d'eau immobile. Grand bond dans l'océan Indien et ses îles de rêve. L'île Maurice est devenue en quelques années un paradis touristique et surtout un haut lieu d'une cuisine créole succulente. Bien sûr, les produits de la mer sont à l'honneur, tout comme les produits de rivière, comme le camaron, grosse crevette d'eau douce. Et la richesse de ses fruits et de ses légumes permet une variété infinie de plats. Toutes les caractéristiques pour l'agriculture sont réunies, la température, la pluviométrie et la nature volcanique des sols. Au centre de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, le marché central est une des plus anciennes constructions. Vieux de plus de 2 siècles, il fut déplacé 2 fois avant d'être installé à Queen Street, son emplacement actuel. Michel de Mattei, chef cuisinier, meilleur ouvrier de France, vient ici régulièrement pour le réassort de son restaurant. Les marchés de l'île Maurice, l'abondance toute l'année, le mélange des cultures, le mélange des saveurs, des couleurs, où on va trouver la qualité, l'abondance et la diversité toute l'année. Petites écrevisses. Ils sont très tendres, sucrés. Voilà. Ils sont juteux, ils sont bons. C'est vrai que c'est les meilleurs du monde. Voilà un plat qui représente l'île Maurice, les produits de la mer et de la terre qui s'associent, les cultures qui se mélangent. Bienvenue, vous êtes à l'île Maurice. Les marchés sont nombreux à Maurice. Ils sont vraiment un lieu de rencontre et de palabres. Celui de Vacoas n'échappe pas à la règle. À 4 km de 4 bornes se trouve la ville jumelée de Vacoas-Phoenix. Le vacoa est un arbre d'origine malgache qui abondait autrefois. Les racines aériennes sont caractéristiques de cet arbre, dont les fruits ressemblent à ceux des ananas. Il peut atteindre de 15 à 20 mètres de hauteur. Le marché de Vacoas est abrité par un gigantesque hangar métallique. Nous suivons Sébastien, chef dans un palace mauricien, qui vient choisir les ingrédients d'une de ses recettes favorites. Alors là, vous avez les pommes d'amour. Ça vient vraiment de la terre. Oui, de la terre. C'est pas en serre. Non, c'est de la terre. De la terre. Alors un morceau de gingembre, comme vous voyez, le plus frais possible. Tout humide à l'intérieur. Et il pousse vraiment dans la terre à l'état naturel. Et là, petit ail sauvage. Pas calibré, rien, comme vous voyez. Et là, l'autre, c'est des asperges créoles. C'est vert, c'est fin. Vous voulez chiper ailleurs? Une fois les courses terminées, place à la leçon de cuisine avec Sébastien.
Voilà un plat typiquement mauricien, sauce rouge de camaron et palmiste braisé, avec toutes les saveurs de l'île. Bon appétit! Niché au fond de la baie du Vieux-Port, Mahébourg reste un petit port de pêche actif. La foire du lundi est très renommée à travers l'île. Au marché alimentaire de tous les jours viennent s'ajouter des centaines de forains et leurs étals en tout genre. Armand est producteur et vendeur. Il cultive lui-même ses produits qu'il vend ensuite sur les différents marchés de l'île. Sa bonne humeur s'entend et elle se répand dans les étals qui l'entourent. On va créer monsieur, approchez, messieurs, dames. Cresson, salade, cresson. Dis-moi, mon ami. Je ne vais pas dire ça pour là, non. Ça vient depuis ma plantation. On fait directement cueillette depuis au champ et puis on vient ici pour chaque semaine. Piment, c'est un petit peu piquant quand même. Ça fait du saveur pour avoir un petit peu de goût. Et puis ça, ici couramment on dit on mange un petit peu de piment, alors ça, on gagne l'appétit quoi. À quelques centaines de kilomètres de Maurice, l'île de la Réunion, connue pour son fameux volcan, le Piton de la Fournaise, et ses immenses plages baignées par une mer aux températures clémentes. Comme le fait remarquer Jean, un cultivateur, ici tout pousse. Ces avocats de bonne taille seront vendus au marché des producteurs de Saint-Gilles. La vente directe du producteur au consommateur, avec qualité et provenance garantie, assortie d'un prix unique attractif par produit, permet de promouvoir une production fruitière et légumière que les circuits classiques n'absorbent pas. À chaque édition, l'affluence des consommateurs montre bien que ces marchés de producteurs répondent à une réelle attente. En effet, on y trouve des fruits et des légumes frais cueillis la veille au soir ou le matin même. Qui c'est qui veut goûter? La dégustation, elle est gratuite. Il faut manger nos pêches pour voir la pêche. Monsieur, un petit peu, peut-être? Tomate? Tu veux la tomate? Un petit peu. Voilà, quel plaisir. C'est la pêche, mais l'autre cuillère. Et meilleur, c'est quoi? Ben, c'est la mélanger. Oh ben, à mélanger. Ouais. Ah bon, c'est ça? C'est pour ça, c'est un mec. Non, sinon, il faut pas et le petit peu fumé. Donc là, c'est du foie gras avec de la vanille dedans. On met une gousse de vanille de Saint-Philippe à l'intérieur. Et c'est une spécialité créole, donc ça n'existe pas en métropole. Mais le plus connu des marchés est le marché forain de Saint-Paul. Situé juste en bord de mer, il est considéré comme l'un des plus beaux de l'île de la Réunion. Et c'est un rendez-vous que les riverains ne rateraient pour rien au monde. Sur la place, au petit matin, les parasols installés entre les palmiers abritent les étalages improvisés qui présentent pléthore de légumes et de fruits exotiques. Le chouchou, une sorte de mariage entre l'avocat et la poire, est le favori des Réunionnais, qui apprécient aussi les palmistes, les songes, les babafigues, sans oublier les rougailles. Ça c'est le margot, le petit cousin du cornichon. C'est amer mais c'est bon. C'est bon pour le corps, pour tout. Les bio en plus.
Merci, tonton. Allez, mangez le tout à la cour. Et arrosez de l'eau et des nains, les amis. Allez, fais vite, m'envoie la pluie, les amis. Calapine encore chez nous, calapine encore. Il existe tant de marchés merveilleux dans le monde qu'une vie ne suffirait pas à tous les visiter. Aujourd'hui, à l'heure où tout s'accélère, aller au marché, c'est d'abord prendre son temps. Et le temps, c'est bien souvent ce qui nous manque. Alors, saurons-nous garder précieusement ces instants de vie et de partage, le temps d'un marché ?